3, 2, 1. Here we go! On va enchaîner avec le 5e et dernier atelier qui s'intitule le transfert de compétences. On va juste faire un petit récap le temps que vous vous installiez. Les communes corses devront transférer leurs compétences eau potable et assainissement aux intercommunalités dont elles dépendent. Et ce changement d'échelon, merci Jeanne, ce changement d'échelon de la gestion de la ressource en eau soulève des questions. Eh bien, ça tombe bien, le duo d'experts est en place. Vous êtes là pour répondre à toutes ces interrogations. Merci pour l'eau. Grégory, on commence avec vous ? Ouais. Chef de mission gestion durable des eaux, des services d'eau à la collectivité de Corse. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure ? Ok. La loi évolue en matière donc de gestion de l'eau potable. Le transfert des compétences aux communautés de communes s'achèvera au 1er janvier 2026, donc demain. Et le changement, ça fait peur. Oui, en effet, le changement, ça fait un petit peu peur, mais avant de parler de changement, on va peut-être aussi faire un peu un état des lieux de la situation des compétences de l'eau potable et de l'assainissement en Corse. Donc, là, c'est un peu la météo avant l'heure, on va dire. Concrètement, si vous voulez, en Corse, sur les deux bassins urbains, on a la compétence aussi bien de l'eau potable et de l'assainissement qui a déjà été transférée. Donc les deux gros bassins, ça veut dire la CAB, la CAPA, et j'inclus aussi à l'intérieur la communauté de communes du Maranagolo. Pour l'eau potable, on a aussi d'autres territoires qui ont déjà transféré la compétence, l'Irous-Balagne, le Sartenay-Valin, notamment. Et pour l'assainissement, on retrouve bien évidemment ces deux autres comités de communes associés auxquels on retrouve le Centre Corse. Bravo Antoine. La Pieve d'Ornano. Et je crois qu'on est bon. Ah non, oui, bien évidemment, la Castagniccia Casinca et la Costa Verde. On le remarque aussi assez facilement, dans l'intérieur, encore une fois, et la montagne, les deux compétences, principalement, sont restées à l'échelle communale. Après, on a un particularisme, et ça, je m'adresse surtout à mon... le prochain intervenant, surtout, c'est la situation, je dirais, de la plaine orientale. J'intègre surtout pour la partie eau potable. On a la présence de nombreux syndicats intercommunaux avec plusieurs particularités là-dedans. On a des syndicats intercommunaux qui sont à l'échelle d'une EPCI, certains qui sont à cheval sur plusieurs EPCI. Et par-dessus ça, encore une autre complication, c'est que ces syndicats gèrent la compétence de l'eau potable que pour une partie des communes. Je m'explique. Vous avez beaucoup de communes sur la partie orientale qui, en fait, donc vous avez un peu, la partie Piémont, village originel, et ensuite une évolution urbaine vers la partie plaine. Et donc les syndicats actuels gèrent la compétence de l'eau potable que sur la partie plaine de ces communes. La partie montagne est restée en régie communale. Donc ça fait un enchevêtrement assez important donc, de services d'eau différents. Je prends aussi par exemple le dernier cas, un Sivom de la Bavée, qui est à cheval sur plusieurs intercommunalités. Donc on a une situation quand même assez importante de gestion de compétences. Je ne vais pas parler bien évidemment pour la DFCI, la GEMAPI, ainsi de suite. Associé à ça, comme vous l'avez dit, il y a le transfert de compétences qui est prévu au 1er janvier 2026. Face à cette situation, la collectivité de Corse, à travers aussi la délibération dont a parlé M. Giovanni Angeli ce matin, a mis en œuvre un axe concernant la gouvernance, d'adapter les modalités de cette gouvernance de l'eau à plusieurs échelles. À l'échelle du bassin Corse, on a parlé notamment de l'agence de l'eau Corse, mais aussi à l'échelle des territoires, à travers justement cette problématique de transfert de compétences. Donc nous avons organisé des réunions sur le territoire, on en a fait au total de 8, justement pour avoir un petit peu les avis sur ce transfert et aussi les inquiétudes. Associé à ça, on avait mené aussi une enquête, je dirais d'un point de vue un peu plus quantitatif, aussi bien sur la situation des services d'eau d'assainissement et bien évidemment aussi sur la vie face à ce transfert.
vous présenter quelques résultats de cette enquête. Bon, le constat il est sans appel, hein. La plupart des collectivités qui n'ont pas transféré les compétences eau potable et assainissement sont contre. On monte quasiment à 90% contre. Aussi bien lorsque les communes gèrent l'intégralité des compétences, ou même dans le cas où, même si le PCI gère la compétence assainissement. On a une situation quand même qui est assez différente dans le cadre où c'est déjà le PCI qui gère l'eau potable et l'assainissement, où on voit quand même qu'il y a des avis quand même relativement favorables. Bon, bien évidemment, si on raisonne aussi en fonction des strates des collectivités, plus on va vers des strates rurales et avec un habitat dispersé, plus généralement l'avis des collectivités est contre le transfert de compétences. Et donc du coup, les inquiétudes qui sont avancées viennent généralement, bien évidemment, des situations qu'on peut le retrouver dans le rural, notamment par exemple la perte des recettes pour les communes, parce qu'aujourd'hui la régie d'eau, ça reste quand même une recette importante pour ces petites collectivités. Il y a la problématique aussi, je dirais, de qualité d'intervention en cas de problème. Demain, aujourd'hui, il faut être réaliste, hein, dans beaucoup de collectivités, ce sont les élus eux-mêmes qui réalisent les interventions en cas de problème. Et la crainte de beaucoup d'entre eux, c'est de se dire, si demain c'est transféré à l'échelle des intercos, quid de qui va venir pour réparer une fuite ou s'assurer que la station tourne bien. Et on a aussi un peu fait ces mêmes constats lors des SCONTRE. On les a intégrés, je dirais, dans 3 grands thèmes. Le premier, c'est bien évidemment la dégradation des services d'eau potable et d'assainissement. Je précise quand même au départ que les services d'eau potable des petites collectivités, généralement, ils ne sont pas nécessairement dans des bonnes situations. Et je prends pour référence qu'a présenté tout à l'heure François et Simon. Mais cependant, ils estiment leur inquiétude de se dire que demain, c'est géré à l'échelle des intercos, par la planification qu'il va mettre en œuvre pour de nombreuses communes, est-ce que ces services vont pas se dégrader? Est-ce qu'en qualité d'intervention, vu qu'il n'y a pas de personnel, qui va venir s'en occuper? Après, il y a la deuxième grosse inquiétude, c'est lié aussi à la capacité financière et technique des comités de communes. Aujourd'hui, nombre d'entre elles sont déjà grévées budgétairement par la problématique de la gestion des déchets, des ordures ménagères. Est-ce que derrière, financièrement, est-ce qu'elles vont être en capacité justement d'aller porter cette compétence? Et aussi techniquement, parce que, encore une fois, il n'y a peut-être pas de transfert de personnel. Et j'attirais surtout sur le dernier point, c'est aussi une crainte concernant l'harmonisation tarifaire et les modes de gestion. Sur les modes de gestion, parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté claire des élus locaux de garder une gestion publique. Ils ont cette peur aussi de se dire, demain, la Comcom, elle n'est pas en capacité de gérer, elle va déléguer. Quid donc de la possibilité d'une DSP vers des opérateurs privés, et ce n'est pas un souhait, je le précise, des élus locaux. Et aussi une problématique de l'harmonisation tarifaire. Forcément, chaque commune aujourd'hui applique son prix de l'eau, et forcément, la raison de transférer peut forcément créer le fait que le prix de l'eau augmente. Et justement, j'attire sur ce dernier point, parce que c'est un point quand même assez compliqué pour la Corse, c'est qu'on a encore de nombreuses communes, notamment dans le rural, qui appliquent une tarification forfaitaire aussi bien pour l'eau potable que pour l'assainissement. Donc, au moment où il va falloir harmoniser ce prix de l'eau, M. Codis expliquera peut-être un peu certaines de ces modalités, ça risque de complexifier encore plus les choses pour la Corse. Voilà. Face à ce constat, je vais vous passer la parole pour essayer d'apporter quelques solutions. Je ne prétends pas apporter toutes les réponses juridiques à des questions éminemment complexes et évidemment politiques. Bien évidemment. Par contre, vous avez quand même parlé des mécanismes de transfert de compétences. Oui, tout à fait. Donc, rappeler quelques règles peut-être basiques, mais pour autant essentielles, notamment les différences entre le transfert et la délégation, notamment. Donc, mais peut-être avant ça, quelques mots sur ce qu'est la FNCCR, donc la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc nous sommes une association de collectivités, c'est-à-dire que nos membres sont exclusivement des collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, compétents dans les domaines de l'énergie, du numérique, des déchets et évidemment de l'eau, aussi bien au niveau des petits que du grand cycle. Dans le domaine de l'eau, nous comptons près de 600 structures adhérentes, donc essentiellement des EPCI à fiscalité propre, des syndicats mixtes. Nous avons également des communes, des syndicats de communes, des régies dotées de la personnalité morale, des sociétés publiques locales, etc. Nous représentons approximativement, hors double compte, 60 millions d'habitants.
Dans le domaine de l'eau, nous avons 3 fonctions. Donc, nous sommes une équipe d'une dizaine de cadres accompagnés de 2 assistantes. Et notre rôle, c'est de faire de l'accompagnement juridique et technique. Donc, nous organisons une veille juridique et réglementaire pour le compte de nos adhérents. Nous la valorisons par une lettre d'actualité mensuelle. Nous répondons à près de 1800 questions par an sur des problématiques diverses qui touchent à la mise en œuvre et à la gestion des services d'eau potable, d'assainissement collectif et non collectif, de gestion des eaux pluviales, de GEMAPI et de défense extérieure contre l'incendie. Nous organisons également des formations sur divers sujets, les contrôles de raccordement, les extensions de réseau, etc. Nous sommes un réseau. Notre rôle, c'est également de mettre en relation nos adhérents dans le cadre de journées techniques, de groupes de travail. Nous avons également un réseau interne propre à nos adhérents en gestion publique qui s'appelle François Public, connu également sous l'acronyme FEP. Mais nous représentons également des adhérents en délégation de services publics. Enfin, notre rôle, c'est de représenter les intérêts de nos adhérents auprès des parlementaires et des ministères. Voilà pour la présentation de la FNCCR. Alors, le transfert de compétences, c'est évidemment une question qui revient fréquemment auprès de nos services. Vous le savez tous, évidemment, au 1er janvier 2026, au plus tard, en tout cas en l'état actuel du droit, le transfert des compétences eau et assainissement depuis les communes vers les 14 communautés de communes qui ne l'ont pas encore en Corse sera effectif, sauf modification législative, mais vu le contexte actuel, c'est peu probable. Il y aura, une fois le transfert effectif, la possibilité pour les communautés de communes, à l'instar des communautés d'agglomération avant elles, la possibilité de déléguer les compétences eau et assainissement, y compris en partie, aux communes et le cas échéant aux syndicats infracommunautaires pour les quelques-uns existants sur le littoral Est, à condition que ces syndicats existaient en tout cas au 1er janvier 2019. Alors, un certain nombre de réunions ont été organisées sous l'égide de la collectivité territoriale de Corse, mais il faudra aussi aller plus loin dans la préparation du transfert, et notamment d'un point de vue politique. La loi demande aux communautés de communes, ainsi qu'aux communes qui en sont membres, d'organiser l'année précédant le transfert, donc l'année prochaine, un débat sur la tarification, notamment des services publics, d'eau et d'assainissement, ainsi que sur les investissements liés à ces compétences. À l'issue du débat, il faudra donc anticiper certains aspects du transfert et, le cas échéant, des délégations, s'il y en a. Donc il faudra notamment qu'une convention fixe dès 2025 les modalités de tarification, les grandes orientations et les objectifs de la politique d'investissement à l'échelle des communautés, et également les modalités, s'il y en a, des délégations des compétences aux communes et, le cas échéant, aux syndicats infracommunautaires. Alors, je le disais rapidement en introduction, le but de mon intervention, c'est de rappeler quelques points juridiques importants, notamment sur la différence entre transfert de compétences et délégation de compétences. Ce ne sont en aucun cas des notions interchangeables, ce ne sont pas des synonymes. Le transfert, il a de nombreuses implications d'un point de vue budgétaire, patrimonial et foncier, et également du point de vue du personnel des communes. Donc je vais entrer un peu plus dans le détail. En ce qui concerne les biens meubles et immeubles affectés aux compétences eau et assainissement, donc tous les réseaux publics, les stations de potabilisation, les stations d'épuration, les châteaux d'eau, etc., seront mis à disposition des communautés de communes. Ça signifie que les communautés de communes, elles vont se substituer aux communes dans leurs droits et leurs obligations vis-à-vis de ce patrimoine. Donc ça, c'est important. Elles vont, en quelque sorte, devenir propriétaires de ces biens sans l'être officiellement. Elles vont pouvoir réaliser tous les investissements utiles sur ces équipements au regard des orientations qu'elles auront décidées, le cas échéant en lien avec les communes et les syndicats infracommunautaires, en cas de délégation. Mais on y reviendra.
Le transfert de compétences, il va également avoir des implications importantes pour le personnel des communes, avec deux nuances importantes. Alors, que ce personnel soit de statut contractuel ou qu'il s'agisse de fonctionnaires territoriaux, sur ce point, ça ne va pas avoir d'incidence. Ce qui va vraiment avoir une incidence, c'est leur affectation vis-à-vis de la compétence eau ou assainissement. S'ils sont affectés en totalité sur la compétence, il y aura un transfert de ce personnel à la communauté de communes. S'ils ne sont affectés que partiellement à ces compétences, comme c'est souvent le cas dans les petites communes, alors soit il y aura transfert, mais s'ils refusent le transfert, il y aura mise à disposition. Et pour dire les choses simplement, cette mise à disposition, elle permettra d'avoir une répartition des agents sur les différentes fonctions qui sont les leurs entre la commune d'origine et la communauté de communes vis-à-vis de laquelle ils vont éventuellement être mis à disposition. Tout cela devra être encadré dans le cadre d'une convention qui déterminera notamment voilà, les différents aspects liés aux charges notamment et au remboursement de ces charges. Et puis, il y a des enjeux aussi en termes de responsabilité. Le transfert de compétences entraîne un dessaisissement des communes vis-à-vis des compétences qu'elles vont transférer aux communautés de communes. Elles n'auront plus le droit d'intervenir, dans le cas du transfert, à cause du transfert, dans l'exercice des compétences eau et assainissement, avec le cas de figure des délégations, évidemment, mais on va y revenir. En termes de responsabilité, la communauté de communes va donc se retrouver responsable des éventuels problèmes et des éventuelles difficultés susceptibles d'intervenir dans le cadre de l'exercice des compétences eau et assainissement, y compris si ces difficultés, si ces aléas trouvent leur origine à une période antérieure au transfert. Donc ça, c'est une précision apportée par la jurisprudence du Conseil d'État qui est importante. Il faut la garder à l'esprit. Mais bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails malheureusement. Et dernière chose importante, la communauté de communes va se substituer aux communes dans tous les actes et toutes les délibérations que les communes auront prises du temps où elles exerçaient les compétences eau et assainissement. Ça signifie quoi? Ça signifie que les communautés de communes vont hériter des schémas de distribution d'eau potable, des zonages d'assainissement, des servitudes de canalisation, des délibérations instituant la PFAC, la participation financière pour le financement de l'assainissement collectif, par exemple, et ça va avoir des implications au niveau de l'harmonisation des règles à l'échelle communautaire. Certaines communes ont pu prendre la décision, par exemple, je prenais l'exemple de la PFAC, d'instituer cette participation, ce qui signifie qu'à partir du moment où le transfert de compétences sera effectif, pour un même immeuble, pour un même propriétaire, enfin pour un immeuble identique, pour deux immeubles identiques, pardon, dans deux communes différentes ayant institué la PFAC, les redevables pourraient se retrouver à verser des montants différents en raison des différences de critères de calcul et de taux qu'auront fixé les communes, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça signifie, en somme? Eh bien, qu'il faudra annuler ou prendre une délibération permettant d'établir les mêmes règles à l'échelle intercommunale pour tout ce qui concerne ces différents aspects majeurs des services d'eau et d'assainissement. Je le répète, la délégation de compétences n'est pas un synonyme de transfert, du transfert. Elle ne vient pas défaire le transfert. La délégation de compétences, ce n'est pas une rétrocession de la compétence des communautés de communes vers les communes et les syndicats de communes. Concrètement, c'est quoi la délégation? C'est le fruit d'un accord entre la communauté de communes et la commune ou le syndicat infracommunautaire, qui va consister en un partage finalement des tâches encadrées au moyen d'une convention. La convention de délégation ne viendra pas remettre en question le fait que la communauté de communes, une fois le transfert effectif, est l'autorité organisatrice du service d'eau ou du service d'assainissement.
c'est elle qui continuera de fixer les grandes orientations de la politique tarifaire. C'est elle qui continuera de collecter les redevances et qui en reversera une partie aux différentes communes, par exemple, bénéficiaires d'une délégation. C'est important de le garder à l'esprit. À l'échelle intercommunale, l'idée, ce sera à terme d'avoir le même tarif, le même prix de l'eau, finalement. La convention de délégation, elle permettra d'encadrer finalement, de perpétuer une implication des communes ou des syndicats infracommunautaires dans la mise en œuvre de la compétence eau et assainissement. Le tout dans un cadre fixé communément en accord entre les communes, entre le syndicat infracommunautaire d'une part et la communauté de communes d'autre part. Il faudra donc aborder différents aspects comme qu'est-ce qu'on fait, voilà, quel personnel on affecte, il faudra également voilà, mettre en place un contrôle de la part de la communauté de communes sur les modalités de mise en œuvre de la compétence et sur tous les aspects comptables et budgétaires. Voilà la différence entre le transfert et la délégation de compétences. Je voudrais revenir sur le point important de la tarification, de la politique d'harmonisation tarifaire. Alors, vous le savez, l'eau et l'assainissement, ce sont des services publics industriels et commerciaux régis par des principes structurants, le principe d'équilibre budgétaire et le principe d'autonomie budgétaire. Évidemment, il y a des dérogations qui font que ce principe ne s'applique pas en toutes circonstances. Par exemple, le principe d'autonomie budgétaire ne s'applique pas au niveau des communes de moins de 3 000 habitants et au niveau des EPCI de moins de 3 000 habitants. Donc certaines des communautés de communes qui récupéreront les compétences eau et assainissement pourront abonder le budget de l'eau et de l'assainissement au moyen par le budget général. Elles pourront continuer à le faire comme les communes peuvent encore le faire tant que le transfert n'est pas effectif. Pour les autres, celles qui ont au moins une commune de plus de 3 000 habitants, les possibilités de dérogation au principe d'autonomie budgétaire vont se restreindre. Elles se limiteront à la période d'harmonisation tarifaire et par la suite au cas de figure d'investissement particulièrement important et susceptible d'entraîner une hausse excessive des tarifs. Je ne m'étendrai pas sur cette notion. Et donc, l'idée, avec le principe d'égalité des usagers, c'est qu'à terme, on ait le même tarif, le même prix de l'eau sur l'ensemble du territoire. La loi ne reconnaît que 2 exceptions à ce principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public, soit parce que c'est la conséquence d'une loi, et là c'est le principe de continuité des contrats qui s'applique aux contrats de délégation des services publics, c'est-à-dire que les communes qui ont contracté des délégations de services publics avant le transfert, eh bien ces contrats comportent un tarif spécifique et ce tarif sera maintenu jusqu'à l'échéance du contrat de délégation de services publics. Ensuite, il faudra procéder à une harmonisation tarifaire. L'autre exception, c'est lorsqu'il y a une différence appréciable de situation liée aux conditions d'exploitation du service. Et donc, là-dessus, les marges de manœuvre, elles sont quand même limitées. La jurisprudence a reconnu qu'on pouvait avoir des différences de situation appréciables, notamment dans le cas des zones touristiques, dans certaines collectivités, par exemple. Donc on a une jurisprudence du Conseil d'État, Commune des Ors, qui avait reconnu que pour les stations de ski, par exemple, les conditions d'exploitation étaient suffisamment différentes pour que l'on applique des différences tarifaires dans le périmètre d'une même commune ou d'une même intercommunalité compétente pour l'eau ou l'assainissement. Une fois le transfert effectif, le principe, c'est donc qu'on vise une harmonisation tarifaire dans un délai raisonnable,
selon une instruction ministérielle de septembre 2017. Mais cette période, ce délai raisonnable, n'a pas été fixé, hein, ni par la loi, ni par la réglementation, ni pour le moment par la jurisprudence. Donc on ne peut que s'inspirer, tenir compte des transferts déjà effectifs et donc des périodes qu'on a pu observer ailleurs. Par exemple, au niveau du Grand Besançon, ils ont mis 10 ans. Du côté de la métropole de Nantes, ils ont mis par exemple 5 ans. Il n'y a pas de règles fixes, tout dépend des caractéristiques du territoire, tout dépend des conditions d'organisation du service. Et donc, la réponse à cette question sera éminemment politique. Que faire au niveau des communes où le tarif va nécessairement augmenter? Est-ce qu'il faut y aller progressivement, au risque que chaque année, les abonnés constatent une hausse du prix de l'eau qui pourrait éventuellement être supérieure à l'inflation? Ou est-ce qu'il ne faut pas opter pour une décision, pour une hausse finalement unique, d'un coup, quitte à susciter un mécontentement ponctuel, mais qu'on évitera de traîner pendant tout le mandat? Ça peut être une question. Est-ce qu'une tactique, ça ne serait pas de profiter d'un investissement massif, par exemple le renouvellement de la canalisation principale du village ou des investissements importants sur la station d'épuration, sur l'usine de potabilisation du secteur, et de procéder à une hausse du tarif au moment où ces travaux seront les plus visibles? Ça peut être aussi une option. Là-dessus, encore une fois, la réponse dépendra essentiellement, évidemment, des élus. Et donc, pour les quelques syndicats situés sur le littoral, quel sera leur avenir? Je voudrais peut-être conclure par cette question, sans entrer peut-être dans les détails du transfert partiel, mais pour les syndicats qui sont à cheval sur plusieurs EPCI à fiscalité propre, sur plusieurs communautés de communes, donc, ils seront maintenus grâce au mécanisme de la représentation-substitution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les communautés de communes vont se substituer aux communes en tant que membres de ces syndicats. Et donc ce sont des conseillers communautaires, enfin des représentants donc des communautés de communes qui siégeront en lieu et place des représentants des communes. Pour les autres, ceux qui sont intégralement compris dans le périmètre d'un syndicat, d'une communauté de communes, pardon, eh bien, durant une période de 9 mois, suivant le transfert de compétences, donc dans un laps de temps qui va courir du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026, ils seront dans une sorte de régime provisoire. Ils continueront d'exister, à condition d'exister depuis le 1er janvier 2019, ils continueront d'exister sous réserve que la communauté de communes ne délibère pas contre leur maintien. Si elle délibère contre leur maintien, le syndicat cesse d'exister. Mais pendant 9 mois, il va conserver la compétence eau ou la compétence assainissement, ou les deux, ça dépend des compétences qu'il exerçait auparavant. Et si la communauté de communes délibère favorablement pour leur maintien ou qu'elle ne délibère pas, le syndicat de communes, le syndicat infracommunautaire donc, et la communauté de communes auront un délai de 1 an pour conclure une convention de délégation. Et je le répète, la communauté de communes restera l'autorité organisatrice du service, puisque la délégation se fait au nom et pour le compte de la communauté de communes. Mais dans les faits, et en fonction de ce que contiendra la convention de délégation, il continuera de mettre en œuvre la compétence eau ou la compétence assainissement, ou les deux en fonction des cas. La communauté de communes continuera de percevoir les redevances et lui reversera. Et il faudra également clarifier les conditions de mise à disposition du personnel, puisque évidemment,
il y aura aussi de grandes chances qu'une partie de ce personnel soit intercommunalisée finalement. Donc, en substance, un grand travail à préparer, tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue budgétaire, que du point de vue de la gestion patrimoniale. Il va falloir référencer l'existant. Et évidemment, un temps de préparation politique qu'il va falloir enclencher le plus tôt possible, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Merci pour toutes ces précisions. J'en ai oublié sans doute. Oui, j'imagine, mais malheureusement le temps file. En revanche, est-ce que cette présentation a suscité des questions? Ah, je me t'ai donné quand même. Le micro arrive. Merci. Lorsque vous avez fait votre enquête, alors vous, j'aurais pu poser la question à Grégory, la majorité des maires qui s'opposent, quels sont les arguments qui ont été avancés? Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est l'argument financier? Est-ce que c'est l'argument... Parce que moi, j'ai une petite idée. Hein. Je sais qu'il y a des maires, je vais peut-être en faire bondir, ceux qui veulent le transfert, c'est ceux qui n'ont jamais rien fait sur leur commune. On pourrait superposer la carte de mauvaise qualité de l'eau au robinet sur de l'ARS. Hein. Bon, bref, mais je suis mauvaise langue. Hein. Voilà, je suis mauvaise langue. Je vais faire critiquer, pas applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est... Et la deuxième question, est-ce qu'on peut transférer ou déléguer, pardon, hein, c'est-à-dire on a le transfert de compétences à la Comcom, hein, j'ai bien, c'est très pédagogue. Est-ce que dans la délégation de services publics à une commune, la commune peut prendre la gestion de 3 ou 4 communes, sans créer un syndicat? Voilà les deux questions, une pour Greg et une pour ce jeune homme que je ne connais pas, mais on va faire connaissance. Écoute, Antoine, tout à l'heure, bon, après je vous remettrai les diapos hein, rapidement, mais j'avais précisé un petit peu les inquiétudes des élus concernant, je dirais, les raisons pour lesquelles ils étaient contre sur ce transfert. Hein. Bon, il y avait, dans le cadre de l'enquête, en haut, c'est d'un point de vue un peu plus quantitatif. Donc, hein? Ouais. Ah non, mais c'est vrai que je n'ai pas présenté aussi les raisons qui étaient favorables pour essayer de réduire un peu le temps. Mais il est vrai que bon, dans le cadre de certaines situations, c'est possible qu'il y ait des élus qui sont favorables à ce transfert en se disant je vais refiler le bébé un petit peu à l'intercommunalité. Mais bon, je vais plutôt laisser place, je pense, à la deuxième question qui, je pense, mérite aussi pas mal de réponses. Non, oui, après, au niveau des décisions qui sont prises à l'échelle de la communauté de communes, sans doute un certain nombre d'élus pourraient être favorables au transfert pour des raisons diverses, hein, mais ça peut être aussi la croyance qu'on peut juger légitime ou non, que la mutualisation des services permettra aussi une amélioration de sa qualité. Bon, moi, je ne prends pas de parti. Mais ça n'empêchera pas également que des conventions, diverses conventions, soient formées avec certaines des communes, sachant que derrière, de toute façon, sur certains aspects structurants du service d'eau ou du service d'assainissement, notamment les tarifs, là-dessus, la règle sera la même pour tous à l'échelle intercommunale. Donc on pourra confier la gestion du service, sa mise en œuvre, à ces communes, mais au niveau des tarifs, il faudra les harmoniser à terme dans un délai raisonnable qu'il vous appartiendra, vous, élus, collectivement, de définir. 50 ans, je ne sais, c'est un délai, mais est-ce qu'il est raisonnable? Il faudra peut-être demander son avis au juge administratif et je ne m'avancerai pas sur sa décision. Voilà. Madame, le micro arrive. La question c'était, dans le cadre de la délégation de services publics à une commune, est-ce qu'elle peut gérer l'eau de 3 ou 4 autres communes? Ah non. Une commune ne pourra pas gérer l'eau de 3 ou 4 autres communes. Maintenant, après, il faut voir aussi les éventuels arrangements de type convention de vente d'eau en gros. Malheureusement, là-dessus, il me faudrait que je voie le contexte de près. Je ne suis pas en mesure de vous
donner de précision juridique sans vraiment connaître le contexte local. Mais le principe, c'est que la délégation se fait depuis la communauté de communes vers les communes avec l'accord des deux parties. Oui, ça rejoint un petit peu, moi j'ai une question qui rejoint un petit peu celle d'Antoine. Est-ce que du moment où la délégation de compétences a été réalisée à la commune, est-ce que la commune peut rejoindre un syndicat qui est déjà créé justement sur cette intercommunalité ? Alors attention, parce que, encore une fois, l'autorité organisatrice du service, ça restera la communauté de communes. On pourra pas, donc la commune ne sera pas en mesure de transférer cette compétence dans la mesure où, même si on lui a délégué, du point de vue du droit des collectivités territoriales, elle en est quand même dessaisie. Elle ne peut pas prendre la décision en tant que délégataire de transférer une compétence qui continue en fait d'appartenir à la communauté de communes. Oui, bon, ça sonne un peu étrange, c'est comme ça. Elle peut le faire avant, elle peut le faire avant 2026. Alors, attention, parce que, encore une fois, alors elle pourrait transférer la compétence éventuellement, mais là, ça serait très tardif, à un syndicat intercommunal, par exemple, existant au 1er janvier 2019, ou à cheval sur plusieurs EPCI à fiscalité propre, avant le 1er janvier 2026, donc. Mais une fois le 1er janvier 2026 passé, elle n'aura plus aucun droit sur la compétence au-delà de ce que lui permettra de faire la convention de délégation. Je ne sais pas si c'est clair expliqué comme ça. Mais en somme, une fois la compétence transférée, seule la communauté de communes pourra décider de la transférer à une autre structure de type, en l'occurrence, syndicat mixte. La délégation, c'est de la gestion. Et l'autorité et la décision, elle est toujours autorité de la communauté. Exactement. Donc les grandes politiques d'investissement et la politique tarifaire restent chapeautées par la communauté de communes. Tout à fait. Pour l'essentiel, oui. Alors j'ai une question, c'est une commune qui aujourd'hui fait partie d'une communauté de communes, mais qui pour sa compétence eau est dans un syndicat qui n'est pas sur la Comcom. Ah oui, donc, oui. Alors, il y en a. Ouais. La commune est dans une communauté de communes. Elle a transféré une partie de la compétence sur un syndicat qui n'est pas sur la Comcom. Je ne sais pas si c'est possible juridiquement, ça. D'accord. Ah oui, mais bon, moi je me place du point de vue du droit national, hein, pas du point de vue non, mais le syndicat, sur le droit corse, s'il y a des spécificités, ou sur le droit... je ne sais pas à quel syndicat vous faites référence, mais... C'est Lecce, la commune de Lecce. Oui, mais elle fait partie du CIVOM du CAV. Oui, mais il est à cheval sur les trois. Oui. Il est à cheval sur trois Comcom. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc il a aussi bien sur je dirais sur l'intercommunalité, donc le CIVOM du CAV, il est à cheval sur plusieurs Comcom, effectivement. Oui, mais là, il y aura la représentation substitution, c'est-à-dire que la Comcom se substituera à la commune en supposant la Comcom est dans le syndicat. Sinon, c'est pas possible que la commune membre de la Comcom. Oui, la commune est dans le syndicat, mais la Comcom n'est pas dans le syndicat. Mais la Comcom, non, mais la commune, enfin la communauté de communes a une portion de son territoire qui correspond au territoire de cette commune, donc dans le syndicat. Donc ça sera la représentation substitution, y compris pour une seule commune. Voilà, donc même s'il y a une seule commune dans la Comcom qui est membre du syndicat, le mécanisme de représentation substitution s'appliquera puisque ce syndicat est à cheval sur 3 EPCI. Et donc, au 1er janvier 2026, ce syndicat de communes deviendra un syndicat mixte et les représentants des communautés de communes siégeront au comité syndical. Et les autres communes... Voilà, je comprends mieux le cas de figure. Et les autres communes de cette communauté de communes, il faut qu'elles créent un nouveau syndicat ou qu'elles gèrent autrement. Alors la communauté de communes obtiendra les compétences à la place des communes. Et éventuellement, à l'avenir, peut-être qu'elle pourra décider de transférer
ces compétences-là aux syndicats dont l'une de ces communes est membre. Mais bon, ça, c'est les joies du droit des collectivités territoriales. Mais c'est pour le mieux. Hein, Est-ce que c'est plus clair, monsieur? Mais en fait, il faudra des schémas en même temps qui s'animent parce que c'est toujours compliqué de parler de syndicats de communes, surtout de syndicats mixtes. Ça devient, on peut vite partir sur des montages très colorés. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre vos coordonnées parce qu'on n'est pas sorti de la écoutez, n'hésitez pas. Non, mais et encore, je n'ai pas parlé des cas de figure des délégations partielles parce qu'on peut techniquement déléguer une partie de la compétence eau potable. Hein. On pourrait déléguer la distribution et garder la production. Moi qui suis un fervent partisan des intercos, hein, parce que bon, dans l'idée d'origine, c'était de mettre nos moyens en commun, de faire des économies d'échelle. Quand je fais le constat maintenant, peut-être 15-20 ans après, je me dis que bon, j'ai mis le doigt, je me suis brûlé, j'ai mis la main, elle a été broyée. Voilà, on a passé les déchets. Après, les déchets, on a fait presque 10 ans. On a transféré, je dirais, c'est peut-être pas que des camions, du personnel. Les tarifs étaient à peu près équivalents, la collecte était équivalente. 10 ans après, on n'en est pas encore sorti. Hein. Alors, un point de vue... On a des territoires qui ne sont pas harmonisés en collecte, et c'était très simple. Là, on va mettre en commun du personnel qui est en régie, du personnel qui est en syndicat, du personnel qui est en délégation Kernolia. On va mettre en commun des bâtiments. Certains ont déjà acheté leur Rolls. Ils payent le leasing d'une Rolls. L'autre encore une de chevaux qu'il a amorti depuis 30 ans. Je pense que si on passe en 2026, je pense que harmoniser l'assainissement et la collecte des eaux, ce sera nos enfants qui vont voir ça. Ce sera dans 30 ans. Chez nous, ça va être dans 30 ans. Je suis pessimiste, mais... Alors, moi, ça a été une des raisons, quand il y a eu les contre, que j'ai voté contre, parce que j'ai vu comment on fonctionne en interco, pas que dans l'extrême sud. Je pense que toutes les intercos sont un peu équivalentes. Hein. J'ai pas... Voilà. Pas montrer le détail, mais c'est le cas. Moi, mon contre, c'est de me dire, mais on ne va pas s'en sortir, ça ne va pas marcher. Malheureusement, en interco, actuellement, encore, ça ne marche pas. Je suis désolé de le dire, mais voilà, c'est un constat. Alors après, on peut avoir une opinion favorable à la mutualisation et avoir une opinion moins favorable au principe de la loi Notré, qui a notamment imposé le PCI à fiscalité propre comme seul cadre de la mutualisation. Et ce qui a permis de sauver les syndicats, c'est la représentation substitution finalement. J'ai envie de dire là-dessus, évidemment, le constat sera différent en fonction des territoires, en fonction de leur historique, en fonction de l'organisation de leur périmètre. Dans de nombreux territoires, les syndicats ont permis aussi de prendre en compte des réalités tantôt hydrographiques, tantôt infrastructurelles, et ça a très bien marché. Dans d'autres secteurs, la mise en place des EPCI à fiscalité propre a pu permettre un décloisonnement des services qui a pu être utile finalement à la mise en œuvre de ces différents services publics. Et dans d'autres, il y a des gouvernances existantes, parfois de longue date, qui ont pu être déstabilisées. Donc voilà. Quand on compare les différents territoires à travers le pays, on se rend compte que cette loi a pu faciliter des choses dans certains territoires et a pu en fragiliser d'autres, évidemment. Et malheureusement, la loi étant, pour le meilleur et pour le pire, la loi étant la même pour tous, c'est difficile de... Il aurait été difficile, évidemment, d'imposer le transfert. Mais justement, un peu pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, mais aussi un peu en parallèle par rapport à la question initiale d'Antoine, c'est qu'on a un déficit de connaissance aussi bien de qu'est-ce que c'est le transfert de compétences, et c'est vrai que c'est hyper intéressant les éléments que vous pouvez apporter, mais on a aussi un déficit de connaissances au global. Hein. Depuis ce matin, on en a parlé, hein, c'est une problématique qu'on a en Corse, et c'est ce qui génère aussi des inquiétudes. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, la situation législative elle est ce qu'elle est, mais nous on préconise fortement aussi de mener à minima des études, je dirais, de préfiguration à ce transfert.
on ne va pas se positionner aujourd'hui concernant la volonté d'être pour ou contre ce transfert, mais au moins d'en avoir une idée claire de en quoi il consiste sur chacun des territoires. Et ces études, bon, là je me tourne vers l'agence de l'eau qui est encore un peu présente, c'est justement qu'on les finance. Et ces études, elles ont plusieurs vocations, donc de bien faire un état des lieux de la situation des infrastructures financières, personnel, de tout ce dispositif-là. C'est très important aussi de faire aussi peut-être des préfigurations sur les différents types de modes de gestion qui peuvent être envisagés, de voir un peu les pistes qui peuvent être ouvertes pour votre futur. Et pour lancer ces études de préfiguration, pour l'avoir déjà un peu mené dans certains territoires, aujourd'hui on en a à peu près 6 sur les 14 qui n'ont pas transféré, qui ont lancé un peu cette démarche, c'est de faire des réunions préalables avec l'ensemble des élus pour bien expliquer la démarche, de ne pas leur imposer comme ça du jour au lendemain, de leur faire comprendre que c'est dans cet objectif pédagogique de compréhension et de meilleures connaissances partagées. C'est vraiment dans cette logique-là. Et peut-être qu'après, ça pourra ouvrir des pistes de réflexion sur les modes de gestion qui seront adaptés pour le futur. Donc moi, je vous invite fortement, sachant que vous êtes sur des délais extrêmement contraints au vu de la marge de temps qui reste actuellement, en 1er janvier 2026, et la disponibilité aussi de certains bureaux d'études, et je pense notamment sur le volet juridique, comme on peut le voir, qui est extrêmement complexe aujourd'hui, de vous avancer sur ces démarches. On a des cahiers des charges à disposition, il y a des financements aussi qui sont à disposition, donc jusqu'à hauteur de 80 ou 90% maintenant, je ne sais plus, enfin qu'importe, mais il faut y aller, quoi. Charles. Un élément de réponse. Antoine aussi, concernant les élus, nous ce qu'on a pu entendre aussi, c'est à la fois le rôle du maire qui se voit déposséder de plus en plus d'un certain nombre de compétences et le questionnement de est-ce qu'ils vont se représenter. Donc ça c'était aussi un élément, et comme vous avez pu le souligner, c'est aujourd'hui sur des petites communes, ça rentre dans le cadre du budget général. Et donc, ça participe aussi à une part d'autofinancement pour d'autres projets pour les petites communes, et ce n'est vraiment pas négligeable. Donc, ça va bien au-delà, je dirais, de la question de l'eau. Après, moi, j'avais une question dans la continuité de celle d'Antoine. Oui, non, je finis juste ma question concernant la délégation. Comme le disait Antoine, il y a des communes qui veulent se regrouper. Est-ce qu'ils ont la possibilité, comme quand elles ont compétence, de faire un groupement de commandes, d'avoir une délégation de maîtrise d'ouvrage, etc., pour certaines études, travaux Alors, est-ce que l'agence de l'eau veut peut-être prendre la parole d'abord, vu que... Et après, on répond. Oui, il y a de gros finance ces études, effectivement, on en a déjà financé, mais je pense que là, il est effectivement urgent de au moins faire la photo de où on en est, puisque qu'on le veuille ou non, vu d'aujourd'hui, le transfert va intervenir, et donc juridiquement, moi je pressens une situation très très complexe à compter du 1er janvier 2026, hein. Ne serait-ce aussi que pour aider, parce ce qu'il va falloir savoir aussi, c'est que nous ne pourrons plus aider des communes qui, juridiquement, ne seront plus compétentes. Donc ça va être très très complexe. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre le sujet à bras le corps. Deuxièmement, on peut aussi organiser un retour d'expérience. Moi, j'avais cherché côté Rhône-Méditerranée, là sur la région PACA, des collectivités semblables à celles qui existent en Corse, de montagne, avec des petites communes, etc. Donc on en a une, notamment la communauté de communes Serponçon-Val d'Avance, qui a transféré ses compétences et qui pourrait venir témoigner sur comment ça a fonctionné chez elle. Moi, il me semble que ça pourrait être intéressant. On pourrait envisager un webinaire, hein, par exemple, voilà, pour avoir un petit peu ces échanges entre communes concernées. Voilà ma proposition du jour, et je vous remercie pour cette journée. On va devoir partir pour notre avion. Merci. Je vous laisse du coup répondre à la question. Si la délégation, oui, se fait, effectivement, on financera, mais avec le fait que le PCI devra quand même être impliqué dans le dispositif. Oui, qui investira, c'est le PCI. Non, juste peut-être sur les rôles des maires, des conseillers municipaux.
Allez, une dernière question. Moi, j'avais levé la main, mais j'avais laissé Annick Mièvre parce qu'elle a un avion. C'est bien parce que c'est toi, Antoine. Tu nous as dit qu'on avait jusqu'à 22h, donc oui. On peut attendre encore un peu. Non, allez, plus sérieusement. Je vais faire du Macron dans le texte et je vais faire du en même temps. J'ai du mal à donner tort à ce monsieur qui a l'air très sympathique. En plus, il m'a applaudi. Mais je veux parler de quelque chose qui marche. Nous, on a, en tout cas, l'assainissement dans l'interco. Et je pense le contrôle de ma chef de service, ça marche pas mal. On n'a pas de critique, tout est voté. Voilà. Donc ça marche. Je suis convaincu que l'eau, c'est plus problématique. Mais moi, j'ai donné raison aux élus qui sont contre. J'ai donné raison pourquoi. J'ai dit, en tout cas, il y a 3 domaines pour lesquels le maire se sent dépossédé. Tu as raison quand tu dis ça. L'urbanisme, le social et l'eau. Voilà. Moi, je l'ai dit. Mais les élus, les 29 élus de mon conseil communautaire ont quand même voté l'étude de faisabilité, parce que la loi est dure, mais c'est la loi, je peux le dire en latin si vous voulez, mais c'est la loi. Donc on va essayer d'être prêt. Si la nouvelle Assemblée, qui a d'autres chats fouettés, se lancerait dans une modification de la loi, on sera content. Il y aura au moins 3 maires sur 10 contents. Mais voilà, nous on est prêts et on avait demandé, Annick Mièvre est partie, on avait demandé une subvention, 80%, je parle sous le contrôle de Marie-Hélène. Bon, voilà, je te promets que je ne parle plus. Merci Antoine. Charles, est-ce qu'on avait répondu à ta question? Alors, on va terminer avec vous, madame, si vous le voulez bien. Non, oui, mais sur le rôle du maire, sur le rôle des communes, quand même, je voudrais rebondir là-dessus. Il y a un enjeu de toute manière à travailler ensemble du point de vue de l'ensemble des services publics portés aussi bien par les EPCI à fiscalité propre que les syndicats mixtes quand il y en a, et les communes évidemment. Vous avez, je pense, toujours les compétences défense extérieure contre l'incendie, gestion des eaux pluviales urbaines notamment, et ça fait de vous des partenaires. Ah, mais ça fait de vous quand même des partenaires indispensables des communautés de communes lorsqu'elles obtiendront les compétences eau et assainissement, puisqu'il y a du patrimoine partagé. Là-dessus, les maires ont un rôle à jouer. Ils restent les garants de la sécurité, de la salubrité publique sur leur territoire. Donc bien sûr qu'ils ont leur mot à dire et ils sont également souvent les premiers avertis des problèmes qui se manifestent sur le patrimoine qui va être hérité par les communautés de communes. Donc non, les maires ne seront pas dépossédés de leur rôle en dépit du transfert de compétences et même en l'absence de délégation, hein. Même si la manière dont le rôle de maire fonctionne, il est vrai, on peut pas le nier, quel que soit notre avis sur le sujet. Le rôle des maires est devenu de plus en plus horizontal. Les décisions se prennent de plus en plus de manière collégiale au fur et à mesure que les compétences sont intercommunalisées, évidemment. Mais que ce soit dans le cadre du conseil communautaire ou dans le cadre de l'exercice et de concours entre ces différentes missions de service public, les maires et les conseillers municipaux continuent d'être des acteurs des politiques de l'eau et de l'assainissement, bien évidemment. Mais il faut qu'ils assument ce rôle. Oui. On vous écoute. Oui, ils doivent l'assumer, et pour le coup, avec le transfert de compétences, de manière solidaire avec d'autres collectivités. Et je pense que ce qui les inquiète, c'est de voir leur plan d'action un peu flou sur le temps, en fait. Hein, parce que s'il y a des planifications pluriannuelles, quand on va passer sur une intercommunalité, pour déjà rattraper cet équilibre avec les petites communes qui n'étaient pas structurées, il faudra du temps, donc ça va remettre en question les projets. Et je pense que justement, la photographie des communes qui sont membres d'une communauté des communes, elle est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Il aurait fallu aussi peut-être en amont, alors nous on va commencer, je crois qu'on est convoqué la semaine prochaine pour cette étude, cette photographie, avoir une vision macroscopique, on va dire, du territoire, mais qui a un schéma justement intercommunal de ces réseaux pour voir comment les mutualiser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu tard pour 2026, qu'on va perdre un petit peu de temps. Et c'est ça, en fait. Je pense que c'est sur ce point-là qu'il faudrait rassurer les élus et travailler dans ce sens.
Là-dessus, après, je veux rappeler aussi une obligation qui incombera aux communautés de communes devenues compétentes en 2026. Elles devront, d'ici 2027, élaborer un schéma de distribution, enfin un schéma d'alimentation en eau potable qui comportera l'ensemble de ces éléments. Puisque les schémas élaborés à l'échelle communale ne suffiront pas, évidemment. En effet, mais bon, le principe de l'étude est aussi, c'est un peu une esquisse de ce schéma global, hein, même si on n'ira pas nécessairement dans le cadre aussi détaillé qu'un schéma, je dirais, à l'échelle intercommunale. Mais l'objectif, quand même, c'est d'être assez détaillé sur la situation des infrastructures d'eau potable et d'assainissement sur l'intercommunalité. En espérant avoir répondu à toutes vos questions. Merci, messieurs, pour vos explications. Je crois pouvoir officiellement dire que la première journée des solutions Cyclo Corsica est terminée. Alors moi, Jean-Claude, évidemment, le mot de la fin vous revient, mais je voudrais quand même remercier les experts, le public qui a tenu bon jusqu'à la fin. Vraiment, merci. Et évidemment, les filles en régie. Oui. Écoutez, merci beaucoup. Merci Célia d'avoir pris le temps et puis mis en place cette belle journée de conférences et de débats. Je voulais vous dire un grand merci à tous. Depuis ce matin, 9h, écoutez, cette première journée est pour nous, en tout cas du point de vue de l'organisation, une belle réussite. Je voulais remercier, mais Grégory le sait, la CDC, l'Office, la CAPA, l'agence RMC qui nous a permis de monter tous ces sujets passionnants. Un merci particulier à Pierre qui est venu exprès, que j'ai fait venir, que j'ai déjà fait intervenir, qui est quelqu'un vraiment hyper pointu et qui pourra répondre à toutes vos questions juridiques. Juridiques. On est bien d'accord sur ce 1er janvier 2006 et la loi Notré. Voilà. Un grand merci à tous. J'espère que cela augure, et je crois, sans m'avancer, qu'il va y avoir une deuxième édition en 2025, voilà, qui sera sous une autre forme certainement, et puis peut-être être un peu plus centrale. On verra, on va en discuter, mais je pense que vous êtes les artisans tous, en étant venus participer, dialoguer, rencontrer les fournisseurs de solutions. Vous êtes tous, je dirais, contributeurs à la réussite de cette journée. Je vous en remercie au nom de toute l'équipe Cyclo. À très bientôt. Merci.